When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! What time is it? What time is it? Talk to that. Talk to that. What time is it? What time is it? Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu. Après 2 semaines sans vous voir, on commençait à se lasser, évidemment. On va avoir des podcasts qui arrivent sur l'actualité de la NFL, évidemment sur la Free Agency, qui est quand même l'événement phare de ce mois de mars. Mais en attendant, on a eu un petit événement sympathique qui entoure la draft, c'est évidemment le NFL Combine. Et pour en parler avec moi, j'ai Nitinia. Salut Niti. Bonjour Victor, bonjour à toutes et à tous. Et ouais, ça fait longtemps, je pense qu'on ne a pas vu, qu'on attend de faire ces podcasts d'intersaison. Et là, on a le Combine et bientôt la Free Agency, comme tu le disais. Ça démarre bientôt l'intersaison, Victor. Oui, évidemment. Alors, à l'intersaison, et on sait à quel point les agents libres vont affecter la draft. Et c'est aussi pour ça que cette année, on va essayer de segmenter un peu plus ces deux. Mais c'est vrai que le Combine, c'est toujours un événement un peu à part. C'est un événement qui arrive finalement très tôt dans le processus draft, entre guillemets, mais qui permet à beaucoup de joueurs, plus de 350 joueurs en général, de rencontrer les équipes, pour beaucoup de se tester physiquement, etc. Donc, il y a vraiment des choses à en tirer, même si on sait qu'année après année, les très grands joueurs font de moins en moins le combine. On ne va pas se mentir. C'est quand même en train de devenir quelque chose où, globalement, en fait, les très hauts à la draft ont beaucoup à perdre. Ce sont plus ces mecs-là qui vont être surveillés, notamment lors de ce qu'on appelle les Pro Day, donc les ateliers de leur propre université. Ce sont les mêmes exercices que ce qu'on va en parler tout à l'heure, mais sauf que c'est dans leur propre université. Ce n'est pas Indianapolis, comme c'était le cas il y a quelques jours. Oui, et puis on sait qu'au niveau des Pro Day, bon, c'est à la maison, donc ils peuvent s'arranger un petit peu plus avec la réalité pour certains. Bon, malgré tout, on a beaucoup à discuter. On va commencer tout de suite avec notre premier joueur, parce qu'on va parler de 6 joueurs aujourd'hui. On est assez généreux. Le premier, c'est Shemar Stewart, le edge rusher de Texas A&M. On l'avait dit dans les articles écrits, parce que n'hésitez pas à aller voir, il y a l'article des 10 joueurs à suivre, les vainqueurs et les perdants du jour 1, du jour 2, du jour 3, du jour 4. Vous avez plein de choses à voir. Shemar Stewart, on attendait de lui qu'il soit un des plus grands athlètes de la QV. Spoiler, il est un des plus grands athlètes de la QV. Jusque-là, on ne tombe pas des nues, même s'il faut quand même le saluer. Tout le monde, parfois, ne réussit pas à répondre à la hype qui entoure la personne. Cependant, Stewart, c'est un profil compliqué parce qu'en 3 saisons, c'est 4 sacs et demi. C'est quand même très peu. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de pression aussi. Donc, finalement, est-ce qu'on est si loin que ça? Est-ce que c'est juste qu'il n'arrive pas à finir pour le coup? C'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens, après le Combine, qui ont commencé à projeter Shemar Stewart dans le top 10 de cette draft. Nitti,
je te pose la question comme ça. Est-ce que Shemar Stewart est aujourd'hui un top 10 de la draft pour toi? Oh, alors, si je te fais une réponse vraiment directe, je te dirais non. Voilà, direct. Mais bon, on va argumenter un peu en disant que chez Mark Stewart, si il y a des résultats athlétiques aussi productifs que ceux de chez Mark Stewart, s'il avait une production plus forte que 4 sacs et demi en universitaire, il serait top 10. Mais malheureusement, je pense que pour être un joueur du top 10, il faut avoir une combinaison des deux, c'est-à-dire avoir de la productivité sur la ligne défensive, en tout cas en nombre de sacs. Au nombre de pressions, tu l'as dit, il en a fait, mais pour autant, il n'en a pas fini. Mais en termes athlétiques, il a répondu aux attentes. Alors de là à ce qu'il soit un top 10, c'est quand même assez haut pour moi, même si je trouve que une équipe peut craquer en disant, comme argument, ouais, ce mec, il est athlétique, ce mec, on peut le faire progresser techniquement et ça deviendra un excellent joueur. Oui, je comprends ça. Moi, j'ai toujours un peu de mal, pour être honnête avec ça. On a souvent ces edges qui sont physiquement là, mais qui techniquement peut-être manquent un peu de raffinement ou de travail ou autre. Que tu prennes un mec comme ça en fin de premier tour, ou surtout au second tour, ou quoi, en disant je vais le développer, dans 2 ans, ça va être un monstre, aucun problème, fais-toi plaisir. À un moment, des mecs qui font 10 sur 10 en capacité athlétique, il n'y en a pas beaucoup. On a l'impression qu'ils sortent d'un laboratoire. Tu penses que tu peux en faire quelque chose, pourquoi pas? Dans le top 10, tu l'as dit, il faut quand même l'alliance des deux. Et j'entends l'argument de dire oui, mais au moins il est bon contre la course, etc. Machin. Ok, donc en gros, c'est Clédine Ferrell, quoi. Ouais, voilà, mais ensuite, moi je trouve que déjà, chez Mark Stewart, moi je trouve déjà, c'est un profil polarisant. Alors, polarisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne sait pas trop où il va jouer en NFL. Est-ce qu'il va jouer edge rusher, sur une ligne de 3, sur une ligne de 4? Déjà, il faut savoir où il va jouer. Donc, et là, déjà, rien que ça, tu ne sais pas trop où le mettre sur un terrain NFL. Alors oui, tu l'as dit, il est capable de créer de la pression, il est capable de taper le quarterback, mais oui, c'est pas quelqu'un qui va finir les actions, c'est pas quelqu'un qui va mettre de l'intensité. Bon, voilà, après athlétiquement, c'est vrai, il est costaud, mais après, il faut savoir produire et être intelligent également. Il faut savoir que Texas A&M, pour revenir sur la saison de Texas A&M, c'était pas forcément fameux en défense en 2024. Oui. Après, individuellement, je trouve que, comme j'ai dit, il a fait un peu mieux que les gens vont retenir 1,5 sac, mais en vrai, il a quand même fait pas mal de pression. Mais voilà, je trouve qu'il y a un côté Clédine Ferrell presque du pauvre. Et Clédine Ferrell, on sait, il avait été un peu à la surprise générale, pris dans le top 5 par les Raiders. Je ne sais même plus s'il était 3 ou 5. C'est les Raiders, oui. Ouais, c'était 3 ou 5. 4 4, oui, bon. 4. Ouais. Voilà, j'étais dans la bonne fourchette. Et du coup, c'est vrai que bon, ça n'a pas forcément donné satisfaction. Il me rappelle aussi un autre edge rusher qui a été sélectionné par les Raiders dans le top 10 il n'y a pas très longtemps. J'ai l'impression qu'ils les enchaînent un peu. Les Raiders sont en 6. Attention, ils peuvent craquer, ouais. Après, pour Tyree Wilson, pour celui que tu mentionnes, le deuxième, c'était mérité quand même. Il avait sa place dans le top 10, mais bon. Non, il avait sa place dans le top 10, mais pour l'instant, ça ne va pas. On va passer à notre deuxième joueur, qui lui aussi a fait un 10 sur 10 athlétiquement, mais qui en plus a produit énormément sur le terrain cette année. Il y avait un débat avant ce combine sur qui est le meilleur safety cette saison. Là, je parle des purs safety. On y reviendra plus tard pour un joueur en particulier. Donc, évidemment, on pense à des gros profils comme Starks ou autres. Là, on a Nick Emmanwori, qui vient de South Carolina, qui a peut-être pas, du coup, le prestige de venir de Georgia, de Alabama, de qui vous voulez. Mais en attendant déjà sur le terrain, moi, je trouvais que c'était le meilleur safety qu'on ait vu cette saison. Là, au combine, ça a été le meilleur safety de très loin sur le terrain. Est-ce qu'à un moment, on peut se dire que
oui, c'est pas le profil peut-être le plus sexy ou quoi, mais aujourd'hui, c'est le safety numéro 1 de cette QV. Alors, figure-toi que là, j'ai les stats avancées de la NFL. En termes de production, déjà, c'est le premier. Voilà, parmi les safety. Pas En étonné. termes athlétiques, donc, on va le développer, mais c'est le premier aussi. Donc, le fameux 10 sur 10 que tu as mentionné. Et donc, au total, bah, vu que c'est le premier, donc c'est le premier safety de la QV. Donc, déjà, là, la définition du premier safety de la QV, déjà, s'illustre par les chiffres. Mais quand on regarde aussi la production et l'attitude qu'il a sur le terrain, surtout à South Carolina, c'est une attitude qu'il a de leader, vraiment, dans une défense. À South Carolina, il y a quand même des tauliers. Hein. On va beaucoup en parler de la défense de South Carolina durant la draft. Et lui, en tout cas, fait partie des premiers joueurs qu'on coche pour une sélection au premier, voire au deuxième tour, parce que le poste de safety, je pense que tu le sais autant que moi, Victor, c'est pas un poste très, très, très coté pour le premier tour. Mais là, s'il y a bien un premier tour à miser sur un safety, je miserai plus sur lui que sur le joueur que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire Malachi Starks. Oui, non, mais je trouve déjà de base que pour moi, c'était un meilleur joueur, clairement. Et globalement, en fait, si tu veux, je pense pas vraiment que le combine soit quelque chose qui doit être déterminant. Il peut l'être pour des gens qui viennent de toutes petites universités et qui ont peut-être été moins reconnus, où les mecs vont se dire on va aller voir les vidéos. Ça, j'entends. Et encore, quand tu vois que même Charles Grant n'a pas fait les ateliers, tu te demandes maintenant si ça sert encore à quelque chose. Mais je trouve que parfois, ça permet aussi d'ouvrir les yeux à certains. Ouais, oui, il y a ça. Hein, il y a ça. Hein. Tu as raison, en tout cas, sur tous les points. Par contre, le combine, ça doit juste être un indicateur pour dire est-ce que tu dois le faire progresser athlétiquement? Parce que est-ce que tu vas lui apprendre est-ce que par exemple, techniquement, tu vas lui apprendre quelque chose basé sur le résultat du combine? Moi, je ne pense pas. Tu vas pas dire: «Ah, vas-y, je vais lui apprendre à sauter plus haut parce qu'il a fait, telle mesure». Moi, je ne pense pas. Mais par contre, ce qu'il doit améliorer, c'est ça qu'il doit améliorer, Nick Emanwori, dans mon évaluation que j'ai fait, c'est un peu la reconnaissance des jeux. Mais après, ça, on en parlera, plus tard. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que globalement, c'est vraiment c'est important d'avoir les joueurs le plus intelligents possible. S'ils sont intelligents et qu'en plus ils ont le corps, globalement, il ne faut pas hésiter. Parfait. Et honnêtement, moi, un joueur comme ça, je sais que safety, c'est par définition pas un poste très valuable à la draft. Mais en fin de premier tour, honnêtement, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas personnellement. Ça dépend des équipes et les besoins de ces équipes-là du fin de premier tour. Tu vois, par exemple, est-ce que les Chiefs en ont besoin? Est-ce que les Lions en ont besoin? Moi, je pense que les Les Bills en ont beaucoup besoin. Ouais, je pense, ouais. Je pense Donc, que les Bills, ça peut peut être candidat. pour moi, ça peut être candidat. Mais bon, on verra évidemment. Troisième joueur, Matthew Golden. Donc, Matthew Golden, receveur Texas. Il n'a rien fait à parcourir dans ce combine. Mais comme ça a été le coureur le plus rapide, maintenant, c'est receveur numéro 1. J'exagère un peu. Évidemment. Il y en a eu par le passé, donc ce que tu dis est vrai. Hein, donc, c'est donc le John Ross de sa génération. Voilà, c'est ça. Non, je rigole. Non, Matthew Golden, là où je trouve c'est intéressant, c'est avant même le combine. Alors, on va mettre de côté Travis Hunter, qui a fait le combine comme un cornerback et qu'on va mettre comme cornerback pour l'instant. D'accord? Donc, mettons-le de côté. Le favori pour être receveur numéro 1, c'est McMillan. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Il y a quand même des gens qui commençaient à parler de Matthew Golden de plus en plus. Et forcément, symboliquement, d'avoir été le joueur le plus rapide, il y a encore des gens qui vont continuer à en parler. C'est évident. Et en soi, honnêtement, je l'avais mis dans les 10 joueurs à suivre avant même le combine. C'est un joueur qui peut postuler au premier tour. Je trouve que ce qui est extrêmement frustrant avec Matthew Golden, et ce n'est que mon analyse, c'est que il est très bon quand il a envie. Mais alors, quand il n'a pas envie, il n'a pas envie. C'est-à-dire que
quand tu le mets dans un match à enjeu, une finale de conférence ou un match de play-off, il est inattrapable. C'est un chien de la casse sur chacune des actions. Il a été clutch pendant les demi-finales de NCAA. Donc, ah non, ouais. mais complètement. Non, mais vraiment. Enfin, et dans ma bouche, chien de la casse, en termes de foot américain, c'est un compliment. C'est vraiment, il se bat, mais incroyable. Par contre, en saison régulière, il y a des drops, il y a des courses qui sont mal courues, enfin des tracés qui sont mal courus, il y a des machins à te frapper la tête contre un mur, quoi. Donc vraiment, enfin, est-ce qu'on part du principe qu'en NFL, il aura la production qu'il a dans les grands matchs à chaque fois, ou est-ce que on se méfie en se disant est-ce qu'il n'y a pas un petit problème, pas forcément de comportement, mais en tout cas de professionnalisme? Oui, c'est le point négatif que j'ai noté chez lui, un manque de détermination, une certaine nonchalance dans la manière de courir ses tracés. Mais sinon, effectivement, qu'est-ce qu'il est talentueux, ce joueur, il est vraiment très talentueux. Par contre, il a passé 2 saisons à Houston avant d'aller à Texas, donc pour se mesurer à une plus grosse opposition, on va dire, hein, pour être honnête, hein. Après, voilà, il fait une saison à quasiment milliard en 2024, ce qui est pas trop mal quand même, 987 exactement et 9 touchdowns. Mais après, c'est vrai que, alors oui, il court vite, mais après, sinon, dans le reste, hein, c'est-à-dire physiquement, c'est une crevette. La détermination, ça reste à voir. Donc là, je vois des comparaisons, voire des compliments dithyrambiques envers lui. Par exemple, je vois une comparaison à Chris Olave. Moi, je ne vois pas vraiment où on veut en venir, mais bon, voilà. Et par contre, Matthew Golden, vraiment très réservé. Je l'avais 3e tour, moi, dans mon évaluation. Le combat, il va peut-être le faire passer au 2e tour, mais pas plus. Hein, parce que honnêtement, si c'est un premier tour, moi, je pense que j'ouvrirai les yeux encore plus gros. Ouais, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Tu sais, Worthy, même université, même profil, il a fait point et tout. Hein. Ouais, je sais, je comprends, mais l'université va peut-être le faire grimper de quelques places, ça c'est sûr, clairement. Mais Tu voudrais dire que certaines franchises scoutent de helmet? Ah bah, tu vas pas tu vas pas dire le contraire. Il y a des recruteurs qui font ça. Hein. Moi, Tu veux dire que les Eagles ont pris la moitié de Georgia et que c'était pas un hasard? Ah non, mais là, au moins, ils ont pris les bons joueurs de Georgia. Ils auraient pu prendre d'autres joueurs de Georgia et faire une équipe Georgia Eagles. Hein, mais sinon, ils ont pris Jordan Davis quand même. Non, ça va, Jordan Davis. C'est pas le pire quand même. Mais bon, en tout cas, voilà, Matthew Golden, évidemment, un autre profil à suivre. Et là, on arrive à notre 4e joueur. Notre 4e joueur, on l'aime parce que c'est le point T-Rex. C'est le point T-Rex. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le point T-Rex, imaginez-vous un T-Rex, celui de Jurassic Park, celui du dessin animé que vous voulez. En général, il y a un grand corps, il y a un grand tronc et il y a des tout petits bras. Et bien, c'est ce qu'on a avec Will Campbell, le offensive line de LSU. Alors, Will Campbell, c'est un débat, ça fait 2 ans qu'il y a ce débat. C'est-à-dire que c'est un des joueurs les plus dominants sur la ligne offensive, ou en tout cas un des joueurs qui a le plus de potentiel. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. La question qui se pose depuis 2 ans, c'est est-ce que c'est un tackle ou un garde? Et vu ses performances en tackle, il y en a certains qui disaient, mais même s'il n'a pas forcément les dimensions, c'est quand même un tackle. Sauf qu'il n'y a pas les dimensions et pas les dimensions. Là, en termes de wingspan, donc le wingspan, c'est l'espace, si vous voyez souvent les basketteurs qui font ça, si vous mettez vos 2 bras à droite, à gauche, vous avez votre envergure totale. C'est le plus bas qu'on ait vu pour un tackle depuis 2011, au moins 2011, puisqu'en fait, les données s'arrêtent à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on en a trouvé un plus petit. C'est que littéralement, les données s'arrêtent, quoi. C'est un peu toujours le même problème. C'est le même problème avec l'Athletic Score qui a commencé en 1987 ou autre. Ouais, c'est ça. On a ces dates. On a beaucoup de données maintenant. Ça y est, tu peux tout faire. Exactement, mais il n'y a pas forcément autant de données avant.
c'est vrai que c'est marrant, c'est que pendant un moment, le débat, c'est un peu focus sur Mbemba pour les mêmes raisons, en disant ah peut-être que machin. Bon, c'est vrai que Mbemba, il n'a pas les dimensions idéales, hein, il est un peu trop petit, un peu trop machin par rapport aux données. Mais en vrai, quand tu regardes les mesures, ça va. Il y a des Pas précédents. catastrophique, ouais. Il y a des précédents de Mhm. joueurs qui, avec ces dimensions-là, ont réussi en tant que tackle. Là, Will Campbell, on arrive vraiment dans un truc qui est statistiquement inédit, quoi. Donc, est-ce qu'on prend le risque de dire c'est un tackle quand même et je vais mourir là-dessus? Ou est-ce qu'on se dit c'est un garde? Et si c'est un garde, on se rappelle que Quentin Nelson y est pris en 6. 6, ouais. 6. Est-ce que Will Campbell, même si catégorisé en garde, ça peut être un top 10? Bah écoute, tu sais, on avait l'exemple il n'y a pas très longtemps d'un mec qui a joué tackle et qui a été drafté en tant que garde, c'est Peter Skoronski. On disait la même chose de lui, tu vois. Oui. Et Will Campbell, j'ai l'impression qu'on fait la même comparaison, sauf que j'ai envie de dire, heureusement pour lui, c'est un mec qui est hyper grand. Tu le disais, c'est un tronc, le mec. C'est un tronc de quasiment 2 mètres. Je l'ai vu jouer avec LSU, Will Campbell, il m'a un peu inquiété. Et donc, c'est pour ça que je me disais, ce joueur va être un garde, je pense, en NFL pour moi. J'en ai fait limite une opinion très directe, très sûre, en tout cas pour lui. Par contre, il est assez technique, même si il manque de l'équilibre. On l'a vu même lors des exercices du combat, il a parfois glissé. Il a parfois été un peu, comment dire, pas très, pas très fluide, on va dire, dans le changement de direction. Mais honnêtement, Will Campbell, tu peux le mettre en tant que tackle. Je pense qu'il va apprendre. Les bras, c'est pas un problème pour moi. Il suffit juste qu'il soit vraiment dans ses bottes techniquement et qu'il ne glisse plus, quoi, qu'il s'améliore dans l'équilibre. Ouais, moi honnêtement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que, en effet, en fait, l'argument c'est celui que tu as dit. Si Skoronski a fini garde, il n'y a pas de raison que Campbell finisse tackle en fait. Même si évidemment c'est pas aussi simple. On verra ce qui se passe, mais moi je le dis, je pense que vu la QV en fait, vu les monstres qu'on a sur notamment la ligne défensive, etc., moi je le prendrais pas en top 10. Après, si les Patriots prennent Will Campbell, je tombe pas de ma chaise non plus. Ils ont Non, un lui, besoin. par contre, contrairement à Matthew Golden, il y a des équipes qui ont besoin de la ligne C'est ça. offensive et d'un jeune lineman offensif. Donc, non, moi, même parfois dans le top 5, tu verras des joueurs qui peuvent peut-être nous faire sourciller, mais après, tu dis, en fait, non, c'est logique, ouais. Ouais, non, mais voilà, ça va être un joueur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va continuer à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats autour de lui. On va passer à nos petits chouchous. On en a un chacun. Toi, tu es allé un peu plus, comment dire, mon joueur a été évoqué à beaucoup d'endroits. Ton joueur, il est très intéressant parce qu'il commence à arriver de plus en plus dans les fins de premier tour. C'est Maxwell Hairston, donc, qui est un defensive back de Kentucky. Tout simplement, qu'est-ce qui te plaît chez ce joueur et pourquoi il est resté aussi longtemps en dessous des radars, comme aiment dire les Américains? Et tout simplement parce que Maxwell Hairston, il n'a disputé que 5 matchs en 2024. Et donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas beaucoup vu donc en 2024. Et c'est probablement pour cette raison principale qu'il est tombé bien bas dans les projections, voire fin de 3e tour, voire même en dehors des 3 tours. Et là, lors du combine, je l'ai écrit dans l'article que j'ai fait sur les defensive backs et les tight ends. Il m'a vraiment surpris, notamment athlétiquement. C'est le meilleur aux 40 yards. C'est l'un des meilleurs sur le saut en longueur et sur la détente verticale. Et après, il a terminé, et au moins, il a rassuré sur le profil athlétique. Parce qu'après, au niveau du profil sur le terrain, il faut regarder les matchs de Kentucky pour savoir que si vous le lancez dans sa direction, ça finit souvent en passe ratée
ou passe interceptée. Donc, clairement, c'est un joueur très intelligent. Moi, en connaissant un peu un cornerback de Kentucky avec Andrew Phillips du côté des Giants, je pense que Max Williamson est même encore meilleur que lui. Donc, je pense qu'il sera vraiment un très, très bon joueur pour la NFL. Et malgré sa petite taille, il pourra probablement jouer à l'extérieur. Oui, oui, je pense que de toute façon, je veux dire, les cornerbacks, la manière dont c'est construit aujourd'hui fait que c'est plus aussi caricatural que t'es grand, t'es à l'extérieur, t'es petit, t'es dans le slot. Il y a tellement de défense de zone, il y a tellement de systèmes vraiment différents. Et puis après tout, le nickel cornerback aujourd'hui est un titulaire en NFL, puisque il y a littéralement plus de... Enfin, il y a quelques équipes qui feront exception à la règle, mais en général, tu as quand même plus de fois un nickel cornerback qu'un troisième linebacker. Donc c'est toujours intéressant à voir. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu dans le même esprit que toi. C'est Jahdae Barron. Donc Texas, lui aussi, décidément, Texas en force aujourd'hui. Écoutez, je vais dire le plus simplement possible. La NFL, et j'ai inclus quasiment toutes les équipes, sauf les Lions et les Eagles, et encore. La NFL a laissé tomber Brian Branch au second tour parce que, soi-disant, il était trop polyvalent, on ne sait pas comment l'utiliser, blablabla. La NFL a fait tomber Cooper DeJean au second tour parce qu'il était trop polyvalent, on ne sait pas comment l'utiliser, blablabla. Je vous jure que si Barron tombe au second tour, pour exactement la même raison, j'explose mon crâne. Je le dis. Je le dis. Je veux dire, à un moment, je suis désolé, mais Barron, athlétiquement, là, c'est supérieur à Branch, c'est supérieur à DeJean sur le papier. Avec la même production, et voire une production meilleure que les deux que tu as cités. Hein, avec une meilleure production que les deux que j'ai cités. Aujourd'hui, Brian Branch et Cooper DeJean, alors qu'ils sont là depuis pas très longtemps, on parle de joueurs top 10 à leur position de nickel cornerback. Alors, Cooper DeJean, ça peut être discuté parce qu'il n'a qu'une saison, mais Brian Branch, il est top 10. Hein. Si vous ne l'avez pas top 10 des nickel cornerback, on ne sera pas d'accord. Donc, je veux dire, il y a un moment, surtout dans la NFL d'aujourd'hui, si tu te passes d'un talent pareil, parce que ce n'est pas un pur cornerback extérieur ou parce qu'il ne rentre pas dans tes cases X, Y, Z pour le cornerback parfait, je ne peux plus rien pour toi, quoi. Barron, pour moi, il a le talent d'un top 20, d'un top 15. Ouais, bah c'est un titulaire en NFL. Ce sera un titulaire. Mais c'est un titulaire jour 1. Jour 1. Ouais. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est le cornerback le plus talentueux de cette QV. Je le dis, oui, je prends des risques devant un monsieur de Notre-Dame, devant ce genre de choses. Je vous le dis. Devant Will Johnson. Non, mais je m'enflamme. Devant Will Johnson, devant qui tu veux. Encore que Will Johnson, c'est le seul où j'aurais vraiment un débat, évidemment. Mais là encore, c'est des profils vraiment différents. Mais Barron, vraiment, il a le corps, il a un QI football exceptionnel, il a une demi-seconde d'avance sur tout le monde. Vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur avec Membou, c'est mes deux coups de cœur. J'aime bien les bons joueurs, des joueurs intelligents, et il en fait partie. Et honnêtement, voilà, pour moi, c'est un top 20 et ça doit être un top 20. Et si vous le faites descendre, je ne peux plus rien pour vous. Et après, il y a des équipes qui diront « Oh, les meilleures équipes ont toujours les meilleurs joueurs. » Vous aviez qu'à les prendre. Mais il avait quand même dans la couverture aérienne des coéquipiers qui vont être aussi draftés, mais plus loin. Mais lui, c'était vraiment le leader défensif de cette équipe de Texas. Hein. C'était vraiment sur lui que reposait tout le système de Steve Sarkisian en défense. Mais moi, je suis... Alors, je serais pas aussi enflammé que toi sur Jahdae Barron, mais une sélection au premier tour ne me surprendrait pas. Par contre, s'il tombe top 15, je pense que là, je vais peut-être voir l'équipe qui le prendra parce que ça risque d'être de faire débat. Ouais, moi je pense vraiment qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez lui. Vous l'avez compris, hein, comme on aime à le dire, je suis un peu amoureux. Clairement, là, je pense que ça se voit. Mais vraiment, Barron, je le trouve extraordinaire. Donc, ça sera intéressant aussi de voir au Pro Day, voir s'il fait un peu plus
d'atelier, etc. J'ai honnêtement pas compris parce que comme c'est un des joueurs les plus agiles, il y a des changements de direction dingues. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas fait les ateliers après. Je veux dire, encore une fois... Il a dit qu'il avait peut-être une petite blessure lors de l'interview juste après. Ils sont tous découverts une blessure il y a 48 heures. Qu'est-ce que je te dise ? Il y a un moment, non, c'est juste les agents qui leur ont dit hey, les gars. Enfin bon, bref. Allez. Ok, bon, bah écoute, en tout cas, on a fait le tour de ces 6 joueurs. Si vous en voulez plus, vraiment, n'hésitez pas à aller sur les articles écrits parce que il y a eu un peu de tout. Il y en a eu un d'Alex, un de moi, un de toi, un de Grégory. On a essayé de un peu tous participer. Et comme ça, vous aurez évidemment encore plus de noms à vous mettre, sous la dent avant l'arrivée de l'accélération, on va dire, du processus draft qui va arriver après la Free Agency assez rapidement. Merci Niti. Merci à toi Victor et bonne journée ou bonne soirée à tous. Et oui, bonne soirée, bonne semaine et on revient très vite avec de l'actualité NFL. Salut. When you think of skyrocketing brands like Aloe, Allbirds, or Skims, it's easy to credit their success to great products, sleek branding, and brilliant marketing. But here's the overlooked secret. The real magic lies in the engine behind the scenes, the business powering their business. For millions of brands, that engine is Shopify, making selling seamless for them and shopping effortless for us. Upgrade your business and get the same checkout Aloe Yoga uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/retail, all lowercase. Go to shopify.com/retail to upgrade your selling today. Shopify.com/retail.